la fusion entre les deux sociétés. On a connu une perte de vitesse vertigineuse. Il y a eu un choc de culture entre les deux sociétés qui était, j'allais dire imprévisible. En fait, maintenant, je sais très bien que c'était prévisible, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Deux sociétés de Silicon Valley qui avaient été commencées à quelques kilomètres l'une de l'autre, avec en surface une culture homogène, compatible, et qui en fait en profondeur avait des valeurs complètement différentes. Et donc pendant 2 ans, plus de 2 ans, la fusion a cafouillé. On a perdu des parts de marché, on a commencé à perdre de l'argent. Donc entre 87 et 90, l'avenir de la société était très incertain. C'est pour ça que tu prends en 90 le poste de CEO de 3Com. Comment tu as fait? Tu étais VP Engineering à Bridge, et comment tu fais pour prendre le poste de CEO, même si la société a un peu de difficulté? Comment tu deviens CEO de la société avec laquelle tu émerges? Le conseil d'administration était un petit peu désemparé parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils se rendaient bien compte que la société était toujours fragmentée, même scindée, que le choc culturel existait toujours, il y avait des fractures visibles. Ils avaient besoin de se tourner vers une nouvelle personne pour prendre les choses en main. Ils sont tournés vers moi surtout parce qu'ils avaient le sentiment, l'instinct qu'il fallait quelqu'un qui vienne du monde technologique plutôt que du monde de la vente pour prendre les choses en main. Et à l'époque, je n'avais jamais dirigé de société publique. Bon, à l'époque, la société faisait environ, je dirais, 250 millions de dollars, 250 à 300. Et on était en passe de perdre de l'argent. Et donc, je n'avais pas cette expérience, mais j'avais suffisamment d'intuition de là où l'industrie allait, là où l'industrie voulait aller, et notre potentiel technologique pour inspirer une nouvelle direction. Les choses paraissent assez évidentes aujourd'hui avec le bénéfice du recul, mais dans les années 80, le métier de réseau et le métier de computing, c'était des choses très différentes. Et l'erreur fatale qu'on avait failli faire, c'était d'essayer de faire des ordinateurs, alors qu'en fait, tout ce qu'on savait faire, c'était du résea. Et c'est la même différence de métier qui a empêché des gens comme IBM, Hewlett-Packard et d'autres de réussir dans le domaine du réseau. C'est parce qu'en fait, c'est des disciplines différentes, technologies différentes, mentalité, know-how différents. Et après avoir recentré la société résolument dans la direction des réseaux, on a recommencé à retrouver un petit peu de traction, et on a pu repositionner la société pour tirer parti de l'expansion des années 90. Tu as fait très rapidement 3 choses. Tu as démarré l'entreprise, tu l'as fait grossir, et après tu deviens CEO de la société quand elle est publique. Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait des 3? Démarrer from scratch ou développer l'entreprise ou être à la tête avec tous les problèmes que ça peut amener quand la société est publique? Ouais. Incontestablement, la gestion de la société en tant que CEO était de très loin le biggest challenge. Donc le démarrage de la société était en fait, c'était pratiquement une extension de ce que j'avais fait en tant qu'ingénieur. Donc pour moi, c'était presque un jeu. Alors que par contre, la gestion de la société, surtout une société qui était un petit peu fracturée, avec des investisseurs publics, institutionnels, quelquefois mécontents, toujours très exigeants, ça c'était de très loin la tâche la plus considérable. Et surtout qu'en fait c'est difficile d'apprendre ce métier. Bon, à l'inverse du métier d'ingénieur que j'avais plus ou moins appris à l'école, que ce soit aux arts et métiers ou à Stanford, le métier de CEO, je ne l'ai appris nulle part. Je l'ai appris sur le tas. Après, il se passe 10 ans, je pense, pendant que tu es CEO, incroyable. Notamment, tu rachètes US Robotics, dedans il y a Palm. Je pense que tout le monde se souvient du succès extraordinaire de Palm.
la spin-off, l'IPO, sur tous les produits. On avait tous un Palm dans la poche à l'époque. Ça a changé. Justement, est-ce que tu peux nous parler, Palm a été en avance sur son marché et a perdu énormément, n'a pas réussi à rester au top. Est-ce que pour toi c'est un problème technologique, c'est un problème de management, c'est un problème du board? Comment tu attribues le... Je dirais que c'est primordialement un problème culturel. Ce n'est pas un problème de marché. On a vu clairement que le marché des mobiles intelligents, des smartphones, tout ça, a explosé. Et ce n'était même pas un problème technologique. Je crois qu'il y avait suffisamment d'atouts technologiques pour que la société reste le leader mondial. Mais Palm est né sous une constellation un petit peu bizarre au point de vue culturel. Je veux dire que pendant plusieurs années, dans les années 90, Palm en fait ne faisait rien. Il faisait des petits organisateurs pas tellement intéressants. Et il faut se rappeler que dans les années 90, Apple avait essayé de lancer le Newton, et que ça avait été un échec cuisant, parce que les expectations étaient très élevées et le produit n'était pas à la mesure des expectations. Donc en fait, le marché n'existait pas dans les années 90. Jusqu'en 97, il n'y avait pas de marché. Le mérite de Palm, c'était de trouver une solution à tous les problèmes qui avaient handicapé ce genre de produit auparavant. Le problème de taille. Rappelez-vous que le Newton faisait environ 15 cm par 8. Alors que pour nous, les critères de taille du Palm, c'était d'avoir à peu près cette taille, de façon à ce que ça puisse... Tu me le rendras? Je le rendrai. C'est simplement pour une démonstration technique. Donc pour nous, le problème du Palm, c'était qu'il fallait d'abord entrer dans la poche. Et puis, deuxièmement, il fallait que ça puisse tenir au moins 2 semaines sans recharger, sur des piles 2A. Troisièmement, il fallait que ça puisse synchroniser avec le PC. Et quatrièmement, il fallait qu'on puisse entrer des données facilement. Donc l'invention de l'alphabet graffiti était essentielle. Donc tous ces problèmes, on a réussi à les résoudre en 97, et c'est ça qui a permis au marché d'exploser. Après ça, on a fait une sortie en bourse. Je m'étais rendu compte que le métier de Palm, c'était pas le même métier que Trocal. Donc j'avais gardé ça comme une division complètement séparée, avec sa marque séparée, avec une force de vente séparée. Et dès que Palm a atteint sa masse critique, qui était environ de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires, j'ai fait un spin-off complet avec une entrée en bourse. Et l'entrée en bourse s'est faite le 1er mars 2000. Alors, un quiz pour l'audience. Quel était le Nasdaq le 1er mars 2000? Quel était le montant? 5000. Ouais. Quel était le record du Nasdaq de tous les temps? 5050. Le 4 mars 2000 à 5048. Donc on a fait l'entrée en bourse le 1er mars 2000. Le Nasdaq était déjà au-dessus de 5000. Donc Palm a vu le jour en tant que jeune société publique, pratiquement au zénith du marché. Ce qui est, je dirais que c'est, en anglais on dit c'est it's a blessing and a curse. It's a curse parce que si on se passe à l'intérieur de la société, bon, toutes les options des ingénieurs sont au prix de l'entrée en bourse. Donc, lorsqu'on fait un prix au zénith, ça ne peut aller que dans une seule direction, c'est vers le bas. Deuxièmement, comme c'était au sommet de la bulle, tous les gens qui sont dans la société pensent qu'en fait ils sont très forts, ils sont très intelligents, ils sont très doués. Alors qu'en fait, ils sont simplement en train de naviguer au sommet d'une bulle, ils ne se rendent pas compte qu'en fait la bulle est sur le point d'exploser. Donc ça crée une culture désastreuse. Ça crée une culture désastreuse parce que les gens qui sont dedans pensent qu'ils sont très bons et qu'en fait ils sont mal récompensés parce que les options ont le tort de tomber. Le prix de l'action a le tort de tomber lorsque la bulle éclate. Donc ça fait une culture un petit peu d'enfant gâté.
Et en fait, c'est une culture qui ne prépare pas à la gestion de la crise. Parce que lorsque l'ascenseur va vers le bas plutôt que vers le haut, il faut avoir une mentalité différente, il faut savoir couper les coûts, il faut savoir faire des layoffs, il faut savoir recentrer la société. Et la plupart des gens qui faisaient partie de Palm à l'époque ne savaient pas faire ça. Donc j'ai dû me réengager dans Palm pour essayer de redresser cette vague. Et ça a pris plus de 2 ans. Et pendant ce temps-là, d'autres sociétés, en particulier REM, avec son Blackbird, avaient réussi à faire un trou et à lancer une nouvelle sous-catégorie qui est dans la catégorie des emails. Donc le push email est devenu l'application qui a lancé vraiment le smartphone. Nous les avons rattrapés environ en 2004 avec l'invention du Treo, qui était le premier smartphone complet. Et ça a en fait très bien marché pendant 2-3 ans. Nous avons redressé la barre. Après ça, je n'étais plus CEO, j'avais passé les rênes à Todd Bradley, qui maintenant dirige une grosse partie du HP. Et en fait, la société est passée par, après la crise, il y a une recovery, et 2 ans plus tard, on a eu une autre transaction difficile qui a abouti à une perte de vitesse, donc deuxième crise. Bon, à l'époque, je n'étais plus dans la société, mais je dirais qu'en fait, les mêmes problèmes qui avaient handicapé la société en 2000 l'ont handicapé un peu plus tard. Donc c'est des problèmes culturels plutôt que des problèmes de marché ou des problèmes technologiques. Et pour finir, Palm a été racheté par HP il y a environ presque exactement 1 an, fin avril 2010. C'était ma question. Est-ce que tu penses que, je reviendrai sur ta carrière, je fais juste un saut, est-ce que tu penses que HP avec le WebOS a des chances aujourd'hui en introduisant leur tablette? Comment tu vois ça? Alors, je dois insérer une autre page du roman feuilleton. C'est que la personne qui a racheté Palm n'est autre que Todd Bradley, qui est l'ancien patron de Palm que j'avais nommé pour me succéder. Donc Todd Bradley a dirigé Palm pendant 4 ans. Il est parti de Palm sous la pression des investisseurs. Il a trouvé ce travail chez HP, sous Mark Hurd, et il a renfloué le business PC de HP. Il est devenu le plus gros constructeur de PC du monde. Et donc c'est le numéro 2 de chez HP depuis plusieurs années. Et sur cette plateforme, il a donc pu racheter Palm, qui était l'ancienne société qu'il dirigeait. Et grâce à ce rachat, il s'est donc lancé dans le marché des tablettes. Il a introduit sa tablette il y a 1 semaine. Et devinez quel logiciel tourne sur la tablette HP? PalmOS. Le même PalmOS que nous avions inventé dans les années 2006-2007. Donc en fait, HP a maintenant capitalisé sur les atouts technologiques de la société, et ils ont la marque, la distribution, le branding, la capacité de faire des choses de bonne qualité à bas prix. Et donc ils ont véritablement une opportunité assez unique d'avoir la part du marché qu'ils méritent dans ce marché des tablettes. Bon, l'avenir révélera s'ils tirent parti de ces atouts, mais ils ont véritablement tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ont une bonne plateforme technologique au point de vue logiciel, ils ont la production, la distribution, la marque, et le marché est maintenant complètement ouvert. On continuera ta carrière avec ton fonds d'investissement, c'est à peu près à ce moment-là, 2003. Avant, si on arrêtait ta carrière juste là, ce qui est déjà énorme, on aimerait bien juste en avoir 10% de la carrière, pas de l'argent.